Lundi 27 novembre, c'était une date importante pour l'endurance dans sa globalité, puisque c'est aujourd'hui que l'ACO et la FIA ont dévoilé les heureux élus pour la saison 2024 du championnat du monde d'endurance. Une liste très attendue donc, tant par les pilotes que par les marques, puisqu'on vous rappellera dans ce podcast donc, que nous avons intitulé Track Limit et que vous serez amené à retrouver de façon plus récurrente dans les prochaines semaines. Le mode de sélection était un peu particulier cette année, mais voilà, nous connaissons les 37 voitures qui seront engagées à l'année. Et pour cela, Laurent Mercier et Thibaut Villemont, qui m'accompagnent dans ce podcast, vont débattre un peu des grands thèmes que nous allons aborder, vous allez voir, entre Hypercar et LMGT3. C'est parti pour ce premier numéro de Track Limit. Messieurs, on commence. On va commencer globalement. 37 voitures, c'était le chiffre qui avait été mis en avant par l'ACO, par Pierre Fillon, par Frédéric Lequien, par la FIA. Hypercar et LMGT3, la répartition entre les deux catégories. On a principalement en Hypercar deux grosses nouveautés qui sont la 3e Ferrari. On va commencer par cela. Et ensuite, une 2e Jota. Je vous laisse commencer par la 3e Ferrari. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une surprise ou pas? Laurent, peut-être tu peux commencer si tu veux. C'est une surprise qui avait déjà quand même été plus ou moins annoncée. C'est une surprise, oui et non. Ça fait une voiture, ça fait une voiture de plus. Et par rapport à la répartition, de toute façon, je vois pas comment on pourrait la critiquer parce qu'on a 19 d'un côté et 18 de l'autre. Donc ça c'est plutôt bien vu. Et après la 3e Ferrari, écoute, je sais pas ce qu'en pense Thibaut, mais ça fait une voiture de plus. Oui, ça fait une voiture de plus. Après, c'est sûr que c'est une Ferrari, donc c'est toujours très attractif pour les spectateurs et surtout qu'on a un équipage qui va être assez bankable, hein, puisqu'on a Robert Kubica qui va être au volant, certainement accompagné de Guy Fayet, de Robert Schwarzman. Après, en soi, c'est pas une grosse nouveauté, c'est une Ferrari supplémentaire. Officiellement, c'est une Ferrari privée, mais bon, c'est quand même F Corse qui va l'exploiter, donc elle aura exactement les mêmes atouts que les autres. Donc non, c'est pas une surprise parce que Antonello Coletta, il y a ces dernières semaines, avait éventé cette information en annonçant qu'ils étaient prêts à mettre une 499p supplémentaire. Voilà. Après, difficile de se plaindre d'une voiture supplémentaire, surtout quand il s'agit d'une voiture comme celle-ci. Voilà. Après, c'est pas ça qui révolutionne la liste à mes yeux aujourd'hui. Et par contre, Thibaut, la surprise, enfin la petite surprise quand même. On sait, vous savez tous les deux que Robert Kubica, ces dernières semaines, on l'a annoncé un petit peu partout chez tous les constructeurs en hypercar. Mais la grosse vraie surprise, c'est quand même l'arrivée d'Yfeye. C'est ça, même ça va si être. Ça n'a pas été confirmé officiellement, mais c'est quand même le truc nouveau, on va dire. Oui, voilà, nous on vous l'a révélé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Mais oui, c'est la grosse nouveauté. Porsche qui n'a pas su, on va dire, garder son pilote chinois qui a fait une première saison en hypercar absolument remarquable et là qui file à la concurrence et qui se voit offrir une chance pour le coup d'intégrer, on va dire honnêtement, hein, les rangs officiels d'un grand constructeur. Mais oui, comme tu dis Laurent, ça c'est la petite surprise et vraiment ça va être un équipage à mes yeux par exemple qui évoluera certainement un cran au-dessus de la 51 qui est pourtant une des deux autos officielles. Si les équipages restent ainsi, moi je vois bien cette numéro 83 puisque ce sera son numéro aller au moins aussi vite que les deux autres. Et ce que je voulais ajouter par rapport à ce que vous avez dit, c'est que alors je veux pas, le terme peut paraître péjoratif, mais c'est vraiment une voiture qui va jouer quelque chose. C'est pas une voiture qui est là pour faire le nombre. On est d'accord? Totalement. Alors, il va jouer quelque chose. Après, c'est un peu réglementairement, un constructeur doit nommer, si on peut dire, deux voitures en début de saison qui vont marquer des points au championnat constructeur. Donc, ça sera toujours à 50 et à 51. Cette numéro 83, elle sera inscrite au championnat Team Hypercar. Donc, elle va se battre face à Jota, face à Proton Compétition. Mais comme tu dis, Pierre, c'est une voiture qui va jouer la gagne. C'est pas une voiture en plus qui fait le nombre. Ça, c'est clair et net. Ça va jouer devant. Ça, j'en ai absolument aucun doute.
parler d'IFIA et de Porsche privé, on va embrayer sur la suite logique, c'est que Jota, qui a été une des révélations de cette année en hypercar avec sa 963, va aligner non pas une, mais deux voitures pour 2024, malgré, c'est ce qu'on dit, hein, malgré le départ de deux de ses pilotes. Comment vous voyez la chose? C'est évidemment une bonne nouvelle, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de ces deux voitures, et notamment au niveau des équipages? Thibaut, si tu veux commencer. Bah déjà c'est une super nouvelle parce que comme tu dis il y a eu un petit doute hein, sur ces deux Porsche 963 ces dernières semaines parce que à la base comme le disait Laurent Robert Kubica est annoncé chez Jota, Yifeye était chez Jota, on a annoncé des pilotes comme Vettel et en fait il y a pas mal de plans qui sont tombés à l'eau. Le pauvre Sami Guinnett il s'est un peu retrouvé le bec dans l'eau et il a dû se remettre à fond dans le marché des transferts. Et la première bonne nouvelle, c'est que ces deux Porsche 963 seront là, avec une équipe Jota qui va pas du tout évoluer, hein, puisque même l'équipe qui était dévolue à la LMP2 cette année sera rattachée à la deuxième Porsche. Donc ça, c'est pour le coup, c'est une super nouvelle. Et puis surtout, voilà, de voir une équipe privée avec le même matériel que les usines, ça c'est une excellente chose. Et ils ont prouvé encore à Bahreïn ils étaient capables de faire plus que jeu égal avec l'usine. Donc bravo à Jota d'avoir réussi à mettre ces deux Porsche dans l'adversité, puisqu'encore une fois, Laurent, tu ne me contrediras pas, pardon, je le pense. Voilà, ils avaient au moins deux pilotes qui s'attendaient à avoir dans leur rang en 2024 qui ne seront finalement pas là. Ouais, oui, oui, ça c'est clair. Je pense que Sami Gnet a dû à un moment s'arracher un petit peu les cheveux en se demandant ce qui lui arrivait de perdre les pilotes qu'il avait réussi à séduire. Maintenant, on a pu voir cette année que Jota a fait du boulot certainement aussi bien, voire même mieux à certains moments que le team officiel qui a développé la voiture avec Porsche Penske Motorsport. Maintenant, j'espère juste que Jota, si jamais ils sont assez régulièrement devant les autres, qu'on les laissera jouer. Ouais, ça, je pense on a pu voir à Bahreïn en tous les cas que c'était le cas. Après, pour répondre à ta question des pilotes, Pierre, alors c'est fini, hein, l'équipage All-Star qui a vraiment été envisagé hein, avec Sebastian Vettel, Jenson Button, on a entendu parler de Robert Kubica. C'était une vraie possibilité, sauf qu'aujourd'hui Sébastien Vettel il ne veut pas se consacrer autant au sport auto. Il aurait aimé dans un monde idéal faire juste Paris-Le Mans, ce qui n'est clairement pas possible. Donc voilà, Robert Kubica a eu cette opportunité qui s'est présentée chez Ferrari, il l'a saisie, mais on compte sur Sami Guinnett pour trouver des beaux équipages et ils seront beaux, même si on a oublié, on a omis Antonio Félix Acosta qui a eu l'interdiction de la part de Porsche de faire le WEC la saison prochaine. Mais voilà, Will Stevens c'est une valeur sûre, Oliver Rasmussen. Honnêtement, il a fait de très belles choses en P2. Je ne dirais pas que c'est au niveau d'un Will Stevens, mais il a fait des belles choses. Il y a Norman Nato qui a roulé au Rookie Test de Bahreïn, sauf grande surprise, il fera partie des effectifs. Et voilà, les autres noms qu'on entend sont assez sympathiques. Et l'option Jenson Button, pour le coup, n'est pas enterrée non plus. Ouais, donc c'est sûr que de là avoir un trio, on va dire 5 étoiles, si tu arrives à séduire Jenson Button, forcément, et ça rajoute un peu plus de visibilité aussi au championnat. Et je pense que Button est capable de faire la balle. Et on sait que Sami Gnet a toujours su dénicher des pilotes de talent déjà en LMP2. Je pense que ce sera aussi le cas en hypercar. Parfait. Messieurs, le thème suivant, alors c'est une surprise au vu de ce qu'on avait eu comme information officielle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, que le développement de la voiture se poursuivait, et que entre Isota Fraschini et Vector Sport, l'alliance paraissait solide. Ce matin, tout est tombé à l'eau clairement pour Vector Sport, puisque il y aura bien une Isota Fraschini engagée en hypercar. Par contre, elle ne sera pas exploitée par l'écurie britannique, mais par Duquesne. Donc c'est clairement une surprise. Comment on peut analyser la chose? Vector a clairement avancé ses arguments dans son communiqué ce matin, comme quoi Isota n'avait pas respecté ce qui était prévu. Comment on peut voir les choses pour cette voiture avec Jean-Carl Vernet notamment qui a été officialisé? Déjà, bon, pour l'instant, sur la liste des engagés, il faut bien comprendre que contrairement à
à la communication qui a été faite sous le nom Isotar Pasquini Duquesne. Pour l'instant, sur la lettre des engagés, c'est bien Isotar Pasquini. Bon, en plus, si on rajoute Duquesne, on a le droit à 25 lettres. Hein. Donc là, on va être dans le money time hein, pour le nombre de lettres. Mais ça, c'est plutôt anecdotique. Bonne information, t'as à 25 lettres, pas plus, c'est ça, pour les noms d'une équipe? Ouais, je crois qu'on sera à 23. Maintenant, si tu lis entre les lignes, on sait pas trop. Duquesne ferait plus le côté sportif et Isotar Pasquini le côté technique avec Mikel Auto Engineering qui s'occupait du développement de la voiture. C'est sûr que Vector Sport a attendu. Bon, eux, ils ont avancé leurs arguments. Après, nous, je suis pas à l'intérieur de l'équipe pour savoir ce qui n'a pas été respecté réellement. Même si je crois que c'est plus une histoire de données ou d'infos que le team n'a pas eu. Et maintenant, Vector Sport est en dehors du WEC et Duquesne, qui a toujours voulu être dans la catégorie Rennes, ce coup-ci rentre avec le retour de Jean-Carl Vernet. Ouais, c'est un coup dur hein, pour Vector. Après, comme tu dis, Laurent, les tenants et les aboutissants de l'affaire, on ne les a pas. Si j'ai bien compris, de toute façon, Vector ne veut pas aller jouer sur le terrain juridique. Hein. Ils ont expliqué que des contrats n'avaient pas été respectés, mais je crois qu'ils veulent pas aller plus loin, hein, si je ne m'abuse. Après, oui, c'est décevant pour eux parce que c'est une équipe qui est encore jeune hein, et qui a beaucoup misé sur le WEC. Voilà, ils vont postuler pour une place en ELMS avec leur Oreca 07. On espère que la voiture sera prise et voir peut-être qu'elle sera sélectionnée aux 24 heures du Mans. Maintenant, voilà, hein, les tenants et les aboutissants de l'affaire, nous, on ne les a pas. Après, c'est en tous les cas, c'est chouette de voir une Isota sur la grille, d'autant que Glickenhaus, hélas, n'est plus là et je pense qu'on en parlera ensuite. Il y a Van Wall hein, qui est plus là, donc en fait, Isota, c'est un peu le dernier artisan, hein, sans que ce soit un terme péjoratif, qui est sur la grille face au gros. Hein. Sachant que, tu es d'accord avec moi, en plus, l'artisan a choisi la voie de la complexité en faisant un prototype. Bon, évidemment, la réglementation technique, LMH, mais en plus avec un système hybride. Donc, il complique encore plus la donne pour une, entre guillemets, petite équipe. Bien sûr, c'est un choix assez osé. En revanche, maintenant, Glickenhaus et Van Wall étant plus là, sauf erreur de ma part, on n'a plus que des voitures hybrides sur la grille en hypercar. Hein. On n'a plus des voitures uniquement à motorisation thermique. Ouais, ça fait voilà un gros changement, mine de rien, par rapport à ce qui était prévu. Et le dernier changement, changement où voilà, la dernière information d'importance dans ce peloton hypercar, donc c'est l'absence de Van Wall. On savait que Glickenhaus, effectivement, comme tu disais, Thibaut ne serait pas là, ça c'était annoncé depuis plusieurs semaines. Par contre, voilà, Van Wall c'était en balance. C'est pas une très grande surprise de ne pas les voir en 2024, mais c'est dommage parce que ça restait effectivement encore le dernier des Mohicans, pareil, face aux grosses structures. Comment vous analysez un peu cette absence? Est-ce qu'il y a possibilité de les revoir un jour ou pas? Non, c'est une situation qui est un petit peu complexe, Van Wall, parce que il en faut des équipes comme ça, des petits constructeurs qui se lancent et chapeau à eux d'avoir eu le courage de le faire. Le problème, c'est quand on a quand on est dans des périodes dorées où il y a tous les constructeurs qui sont là, c'est très très compliqué de se battre face aux gros. Glickenhaus y a laissé des plumes. Hélas, ils ne seront pas là. Après, Van Wall, j'aurais été curieux de voir ce qu'aurait donné cette Van der Velde 680 avec le moteur Pipo de la Glickenhaus, puisque c'était l'objectif hein, de l'année prochaine de troquer ce Gibson qui était vraiment à bout de souffle, qui ne sortait pas la puissance que lui autorisait la BOP contre ce moteur Pipo, parce que écoutez les pilotes, le châssis de cette auto n'est pas si mauvais. Mais c'est vraiment un manque de puissance. Hein. Je crois qu'à Bahreïn, Colin Colles avançait un déficit d'environ 100 chevaux. Donc voilà, c'est dommage. Après, c'est pas. Il va falloir se renseigner. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance d'un côté plus que de l'autre? Aujourd'hui, pour répondre aux règlements techniques LMH, les constructeurs sont censés produire des voitures de série disponibles dans le commerce. C'est pas le cas aujourd'hui de Van Wall, tout comme c'est pas le cas de Isota, hein, mais Isota arrive et un constructeur a 2 ans hein, pour montrer qu'il peut construire un minimum je crois, de 20 voitures disponibles à la vente. Voilà, est-ce que c'est ça qui a été reproché à Van Wall? C'est possible. Mais voilà, toujours est-il que la voiture a été à la peine, mais c'est pas pour ça qu'on n'aurait pas aimé la voir avec ce moteur Pipo l'année prochaine. Excuse-moi, Laurent. Non, juste, il y a peut-être aussi une histoire, après, je sais pas, mais il y a peut-être aussi une histoire de résultat, parce qu'on ne peut pas dire que la première
saison de la Van Wall a été fantastique sur le plan de la fiabilité et sur le plan comptable. Hein. Non, c'est sûr. Il y a, je crois, elle a 3 abandons. Et sur les autres courses, lors des courses qu'elle a terminées, elle a toujours été devancée à minima par 8 LMP2. Donc ça fait quand même, c'est sûr que c'est pas brillant. Et on va pas se mentir, c'est pas derrière le volant le problème parce que pour le coup, les pilotes auxquels l'écurie autrichienne a confié sa voiture, c'était loin d'être des mauvais. Ouais, c'est sûr. Maintenant, après, je pense que la FIA et la CO sont un peu victimes de leur succès aussi et que tu as 37 voitures et qu'à un moment, il faut faire des choix et que le choix a certainement été fait du côté de Van Wall. Alors évidemment, ça fait pas encore 2 ans. Hein. Je pense que si Van Wall a communiqué ces dernières semaines sur l'histoire des modèles de série, il y a une raison. Euh, et si vous avez remarqué aussi, Isotta Fraschini a fait la même chose avec sa voiture de route, avec une belle petite vidéo, des belles petites photos devant un péage d'autoroute. Donc ça, je pense que si c'est aussi pour essayer de faire pencher la balance du comité de sélection pour dire, ouais, regardez, on a les voitures de route, hein. Elles sont prêtes, hein. On est prêt à les vendre, hein. Donc ça, c'est certainement aussi ce qui a fait que. Mais bon, maintenant, je peux aussi comprendre, enfin, même si ça n'a pas été bon sur le plan comptable, je peux aussi comprendre la déception certainement de Colin Colles, qui a certainement fait beaucoup d'investissements pour construire cette voiture. Et là, enfin Thibaut, on en discutait tous les deux ce matin. En plus, le problème, c'est que cette voiture, elle peut rouler nulle part ailleurs. Bah, c'est sûr qu'un concurrent, problème, voilà, un concurrent qui a une GT3, il peut se tourner vers GT World Challenge, vers l'Open GT, vers d'autres séries. Ouais. Là, en l'occurrence, une LMH, tu peux la faire rouler nulle part ailleurs. Donc, c'est sûr que c'est un peu compliqué. En revanche, ce point de règlement avec le nombre de voitures disponibles dans le commerce, je pense qu'il mériterait un peu plus de clarté parce que, en fait, n'importe quel constructeur peut s'avancer en disant dans les 2 prochaines années, je vais produire 20 voitures et s'il le fait pas, qu'est-ce qui se passe, en fait? Puis c'est produire, tu les as sur dans ton garage, c'est les vendre avec des bons de commande parce que c'est pareil, tu peux aller voir Glickenhaus, oui, il en a construit, oui, il en a vendu, maintenant, est-ce qu'il en a construit 20 et vendu 20 aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la voiture? C'est quoi? C'est la voiture, une voiture de la marque parce que Van Wall, t'as vu, ils nous ont fait une petite, on va dire, je vais pas dire une citadine, mais une voiture un peu plus conventionnelle. C'est quoi l'idée au final? Bah, c'est sûr que c'est assez complexe. Et comme tu disais à juste titre, on peut pas dire que Glickenhaus, ça m'étonnerait qu'ils aient aussi vendu 20 voitures durant les années où on les a vues en WEC. Après, c'était d'autres années, il n'y avait pas encore ces constructeurs. Et comme tu dis, la CO a été aussi victime de son succès. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ils sont peut-être plus regardants sur ces points de règlement qu'ils ne l'étaient par le passé, parce qu'ils se doivent de l'être, alors que avant, voilà, encore une fois, on avait même accepté une ancienne LMP1 d'un hybride, à savoir l'ancienne rébellion Oreca en tant qu'Alpine. Donc voilà, aujourd'hui, quand il faut faire des choix, peut-être qu'on se penche, donc on est moins laxiste n'est peut-être pas de terme, mais voilà, il y a certains points de règlement qu'on ne regardait pas forcément par le passé, qui aujourd'hui se doivent d'être respectés quand hélas on ne peut recevoir que 37 voitures sur la grille. Et au final, c'est un peu la question. On aimerait aujourd'hui, vous me demandez combien t'aimerais en voir, bah j'aimerais peut-être en voir 41, 42 à minima. Ça aurait solutionné pas mal de problèmes. Ouais, je sais pas si on peut, voilà, je sais pas si on peut rebondir justement sur ce chiffre de 37. Hein. La CO et la FIA s'en sont expliqués. Il y a 2 circuits, Imola et Austin, qui ne peuvent recevoir apparemment plus de voitures de par un nombre de box assez réduit. Est-ce que ça va changer à l'avenir? Ils ont déjà dit que le but c'était d'avoir 40 voitures en 2025. De toute façon, il va falloir accepter une deuxième Lamborghini vraisemblablement, sans parler à minima d'une Aston Martin Valkyrie. Donc peut-être qu'il faudra aussi, peut-être que la sélection au niveau de la conception du calendrier va aussi peut-être dépendre du nombre de box que sont susceptibles d'offrir les circuits. Parce qu'en fait, moi, c'est un petit peu ça qui me chagrine. C'est dommage que la liste des engagés à l'année ait été déterminée par le nombre de box disponibles sur 2 circuits sur 8 durant l'année. C'est combien, Thibaut, les box à Fuji? On est à combien? Alors, je sais que Fuji, apparemment, je l'ai plus en tête, mais je sais qu'à la dernière fois, la question leur avait été posée à la FIA et à la CO, et ils nous avaient dit que Fuji c'était pas le circuit limitant. C'était vraiment Imola et Austin. Parce que Fuji, t'as une deuxième partie de box en plus au bout, mais je sais plus. Oui. Ouais. Ouais. Donc, faudrait regarder, mais je crois que c'est, enfin, là, de mémoire, en tous les cas, c'était les 2 circuits limitants, c'était vraiment, Austin
Imola. Austin et Imola. C'est un facteur qu'il faudra, c'est sûr, prendre en compte pour les saisons suivantes avec, voilà, bon, pour cette année, enfin, 2024, pardon, 37 voitures, 19 en hypercar au global. Bon, pas de surprise globalement sur la liste des engagés au niveau marque. Peut-être un tout petit commentaire avant qu'on passe au LMGT3. On a un changement chez Porsche, Thibaut et Laurent, puisqu'on on a... Non, attendez. Si, on a Matt Campbell, c'est ça, qui fait son entrée. À la place Exactement. de Dan Cameron. Ils En font fait, c'est un, un changement, c'est un jeu de chef musical, hein, puisque Dan Cameron va retourner en IMSA et du coup Matt Campbell, hein, qui était en IMSA, lui vient de disputer la campagne mondiale. Voilà, alors ça, c'est pas, soyons honnêtes, hein, Dan Cameron, on l'annonçait, il n'a pas été très en vue en 2023. Il a un petit peu souffert de la comparaison avec ses équipiers. Bahreïn en a été vraiment l'exemple le plus flagrant. Mais bon, il a gagné 3 fois l'IMSA, hein, une fois en GTD, une fois en Proto, une fois en DPI. Donc on le ramène un petit peu chez lui, si on peut dire, un championnat qu'il connaît parfaitement, en espérant qu'il arrive à retrouver la vista qu'il avait il y a quelques saisons. Et donc vraiment, c'est comme le dit Laurent, il permute, c'est changement poste pour poste. Matt Campbell passe en WEC sur la numéro 5 et Dan Cameron passe sur la numéro 7 en IMSA aux côtés de Felipe Nasser, comme Matt Campbell sera avec donc Frédéric Makoviecki et Michael Christensen. Après, on a vu que Matt Campbell en IMSA, bon, ça allait vite, hein. Enfin, c'est la même chose que Mathieu Jaminet notamment. Donc bon, je me fais pas trop de soucis non plus pour Matt Campbell. Ah non, Matt Campbell, je me fais aucun souci hein, quand on voit son niveau en IMSA. Moi, les 2 équipages en IMSA, je les ai trouvés très forts. Hein. Hmm. J'ai vraiment trouvé très fort autant le Nasser Campbell que le Jaminet Tandy, c'était très fort et là voilà, il faudra que on espère pour Porsche que Dan Cameron va retrouver tout le talent. Il n'a pas oublié comment tourner le cerceau, il n'y a pas de raison. Voilà, on lui souhaite plein de réussite, plein de réussite à l'année prochaine en IMSA. Juste pour rebondir sur la petite question sur les box, Laurent, tu me demandais pour Fuji, je suis allé vérifier si on libère les box qui sont utilisées par la télé, le safety car et en fait le WEC hein, pour l'organisation, il y en a 45 hein, à Fuji. Ah oui, ok, d'accord. Ah, Donc cette année, voilà, il y en avait 38 occupés par les équipes, mais il y a des équipes qui avaient 2 box, notamment pour diverses raisons. Et comme tu disais, c'est ceux qui étaient dans le petit bâtiment qui est l'extension, on va dire, du bâtiment des stands. Donc c'était Vector et Gulf qui avaient 2 box. Et mais derrière, il y a encore en tout, il y a officiellement 45 box à Fuji. ouais, ok. Messieurs, je vous propose d'embrayer sur le GT3, la grosse nouveauté de cette saison à venir en 2024. 9 marques, 2 voitures par marque, 18 voitures. On avait sur Endurance Info globalement annoncé les grandes lignes, les très grandes lignes même. Oh, tout, tu peux dire, on avait tout annoncé. On avait tout annoncé, allez, on avait tout annoncé. Voilà. Il y a 2 grands absents, ça va être le principal axe de discussion sur cette catégorie LMGT3. Il y en a un des deux, on savait que c'était pas bien parti puisque Mercedes avait déjà indiqué qu'il n'avait pas de trop d'écho venant de la FIA et du WEC. Et donc, il ne se faisait pas vraiment d'illusions. Restait encore la question d'Audi. Bon, voilà, ce matin, voilà, la décision a été finalisée, puisqu'il n'y aura ni Audi ni Mercedes en 2024 en WEC. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est évidemment sur l'aspect sportif, c'est dommage, mais il y a encore cette question effectivement de 37 voitures, parce que ça a sans doute été un facteur. Comment vous pouvez expliquer ça? Bah en fait oui, c'est un peu le sujet qu'on vient d'aborder. Hein. C'est le même. Hein. C'est la série victime de son succès. Ils doivent se limiter à 37 voitures en 2024 et tout comme la Van Wall est passé à l'AS.
D'autres sont passés à l'AS en GT3. Après, la sélection en GT3, il y a tellement. Enfin, Laurent est plus spécialiste de la catégorie que moi. Je sais pas combien il y a de constructeurs actuellement qui ont des GT3 qui sont éligibles, mais c'était sûr qu'en ouvrant de toute façon le WEC et Le Mans au GT3, il y aura un nombre de demandes hallucinantes. Et voilà. Après, la CO et la FIA ont dû faire des choix assez drastiques. Et il s'avère qu'ils ont privilégié les constructeurs présents en hypercar et les équipes fidèles. Donc quand on parle d'équipes fidèles, c'est notamment Proton. C'est pour ça que les Ford Mustang sont là. C'est pas Ford qui a été sélectionné, c'est plus Proton qui a été sélectionné. Et le même cas de figure pour McLaren et United Autosport. Donc oui, par contre voilà, c'est vrai que c'est dommage. Dans un monde idéal, on aurait, comme je disais, aimé peut-être au minima 5 places de plus avec 2 Audi, de Mercedes et une Van Wall. Mais voilà, je sais pas, toi, Laurent, les sons de cloche que tu en as eu dans les paddocks de GT3, mais voilà, ça a été encore un choix complexe. Bah, il y a trois marques, enfin, on va dire qu'il y a trois grandes marques qui restent sur le tapis. Tu as Honda, Audi, Mercedes. Je suis pas persuadé que Honda ait fait quoi que ce soit parce que déjà, les Honda NSX, il n'y en a pas beaucoup. Et Honda n'a jamais manifesté officiellement son intention de venir en WEC en LMGT3 l'année prochaine, contrairement à Audi et Mercedes. Je pense que Mercedes a vu à un moment, Pierre est aussi, était là avec moi. On a discuté suffisamment avec Stéphane Wendel, qui est le patron de la compétition client chez Mercedes AMG. Il y avait de l'intérêt d'équipes Mercedes. On a des équipes Mercedes qui pourraient très bien faire rouler des voitures comme Craft Bamboo, comme Winward par exemple, pour ne citer que ces deux-là, comme Landgraf aussi, ou HRT par exemple. Je pense que chez Mercedes, on a dit, oh là, ça pue peut-être un peu, il y aura peut-être trop d'hypercars. Développer, alors c'est pas développer une voiture pour le WEC, mais c'est quand même faire des ajustements avec ces histoires de couplemètres, ces histoires de boîtier électronique. Il faut que la voiture, elle rentre dans une fenêtre de performance, donc il y a du travail à faire de développement. Et peut-être que chez Mercedes, on s'est dit, bon là, on a peu de chances d'être pris, donc on va pas aller plus loin, même s'il y a eu de l'intérêt, c'est sûr. Mercedes avait commencé à rouler à un moment avec des pneus Goodyear pour voir. Audi est allé plus loin. Jusqu'aux essais à Monteblanco encore il y a quelques jours, les essais à Portimao. L'inscription a été faite au championnat, l'argent a été envoyé pour s'inscrire. Et moi, le bémol que je mets, c'est que j'ai un peu l'impression qu'en fait Audi était un peu sous le coude. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu assez d'hypercars ou pas suffisamment, c'est-à-dire pas de troisième Toyota, pas de deuxième Jota par exemple, je sais pas, ou quelque chose comme ça, on aurait pris Audi. Et moi, je regrette juste qu'il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé par Audi et par Saint-Eloc, parce que c'est Saint-Eloc qui a fait le développement, pour faire rouler la voiture, pour la mettre dans la fenêtre de perfo, pour tester, et ça se compte en centaines de milliers d'euros. Et je trouve ça dommage d'avoir dépensé autant d'argent pour en arriver là. Voilà. Donc là, je trouve ça un peu dommage. Alors oui, c'est vrai qu'Audi a quitté le WEC en claquant la porte à la fin du LMP1, tout le monde se souvient pourquoi. Que oui, Audi est venu en LMDH avant de claquer la porte, on sait aussi pourquoi. Ok, d'accord, mais ça n'excuse pas tout. Et je trouve un peu dommage d'avoir dépensé autant d'argent par les temps qui courent pour en arriver là. Ouais, même si au final, c'est vrai que c'est tout sauf une surprise, quoi. C'est tout sauf une surprise au vu des critères, au vu du nombre de voitures qu'on s'attendait à avoir cette année. Voilà, c'est vrai que la CO et la FIA ne faisaient pas de mystère quant aux constructeurs et aux équipes qui seraient privilégiées. Mais c'est sûr que voilà, ils ont en l'occurrence Audi notamment tu m'arrêtes si je me trompe Laurent, je crois qu'à Portimao c'était la seule voiture lors des essais Goodyear qui était en full configuration ACO avec les couplemètres et tous les capteurs nécessaires pour avoir une GT3, vraiment une full GT3 éligible en WEC. Donc oui, ça c'est vrai que c'est dommage. Encore une fois, on aurait adoré les voir, mais à un moment la sélection 37 voitures, c'est beaucoup trop peu au final par les temps qui courent. On aurait pu qui se serait imaginé ça il y a quelques années. Mais c'est sûr que voilà, voir Audi, Saint-Eloc et même des Mercedes, ça aurait été encore super. Et en plus, ce qui est un peu, c'est qu'on verra pas non plus d'Audi et de Mercedes du coup en European Le Mans Series parce que les deux marques ne sont pas présentes en WEC. Que ces voitures-là, par contre, alors, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que j'ai un peu l'impression on les fait venir un peu alors pourquoi on les fait venir en Asian Le Mans Series au final? Tu vois, donc, on les fait venir en Asian Le Mans Series, c'est-à-dire que si c'est une Audi et une Mercedes qui gagnent l'Asian Le Mans Series, il va falloir que l'équipe qui a une voiture homologuée pour rouler aux 24 heures du Mans va devoir aller voir un autre constructeur pour faire rouler la voiture. C'est un peu ce qui a tendance un petit peu à m'embêter par rapport à ça, c'est que tu les acceptes dans un championnat qui est labellisé, du même que les autres, aussi bien le LMS que le WEC, mais par contre, tu pourras pas rouler au Mans.
Oui, après, la CO, la FIA avance que c'est aussi pour une question de BOP parce que il faut équilibrer tout ça, mais c'est sûr que c'est frustrant pour les fans, plus on est fou, plus on rit. C'est sûr que c'est frustrant, mais c'est encore une fois, de toute façon, même pour Le Mans aujourd'hui, Laurent, quand je vois le nombre de places qui vont être officiellement décernées juste par le comité, en fait, juste par choix, si on enlève les 15 LMP2, donc vraiment l'hypercar et les GT, il y a quasiment plus rien. Il y a quoi? Il y a 5 places. Ouais, c'est sûr que le comité de sélection, ça va être compliqué par contre parce qu'il va quand même falloir choisir les équipes LMP2, hein, quand même, donc ça va pas être ça. Mais c'est sûr qu'il va pas rester beaucoup de place disponible. Non, voilà. Donc, hormis, voilà, quand on enlève les 15 P2, je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup plus de GT que celles qu'on aura en WEC, plus les invités d'office. Donc, par exemple, McLaren, c'est déjà qu'ils auront une troisième voiture, puisqu'aux 2 exemplaires de United va s'ajouter celle d'Inception. Mais bon, voilà, ça va être, et une troisième Porsche à minima avec Pure Racing. Donc, voilà. Messieurs, on a Valentino Rossi qui fait partie de cette liste 2024 du championnat du monde d'endurance en LMGT3. Ça sera forcément une attraction. Beaucoup de gens vont scruter et ses performances et ce qu'il peut apporter au championnat. On a vu ce que c'était le cas en GT World Challenge ces 2 dernières années au niveau aura, au niveau médiatique. C'est le bon choix pour lui et pour WRT selon vous? Laurent, toi qui le fréquentes tout le temps sur le GT World Challenge, je te laisse commencer. Je vais faire comme lui, je vais répondre. Alors là. Et oui, c'est le bon choix. Je veux dire, enfin, lui, il a jamais caché son ambition d'aller un jour aux 24 heures du Mans. Donc ça a toujours été clair. Tout le monde le voyait parti déjà dès cette année dans le proto hypercar BMW. Je pense que là, il faut quand même raison garder. Valentino Rossi, aujourd'hui, est toujours classé silver par la FIA. Continue de progresser en GT. Il a fait 2 saisons sprint et endurance en GT. C'est quand même bien mieux que ce que c'était l'année passée. Et je pense que moi, il est mûr pour passer en WEC. En plus, c'est même s'il n'est pas marqué sur la liste, il va rouler avec Maxime Martin, avec qui il s'entend, on va dire, comme l'arme en foire. Donc ça là-dessus au niveau progression, je me fais pas trop de soucis. En plus chez WRT, je fréquente assez souvent l'équipe pour pouvoir témoigner. En fait, c'est sûr qu'il est dans son élément. Tout le monde connaît Vincent Voss et son ouverture. Et c'est la même chose avec toute l'équipe. Donc il est où il faut, il est dans la bonne équipe, il est dans le bon truc. Il a fait le Road to Le Mans aussi avec Jérôme Polican d'ailleurs pour le petit rappel. Qu'il a gagné en GT. Donc ça c'est quand même un point positif. Et non, là-dessus, j'ai rien à dire. Enfin, il y a rien à dire de particulier. Le seul petit truc quand même, alors je sors un peu du côté Valentino Rossi, sur la deuxième voiture, on attendait quand même beaucoup Charles Weerts à la place d'Augusto Farfus en tant que pilote Platinum, parce que Charles avait toujours émis l'envie dès l'année prochaine, pardon, de faire le WEC et Le Mans. Et ce sera pas encore pour l'année prochaine, du coup. Et ça, c'est peut-être un petit peu, à mon avis, la petite surprise quand même. Oui, tu fais bien d'en parler, Laurent. Après, surveiller la marée jaune qui va arriver au Mans, parce que moi, j'ai vraiment été bluffé par ce qu'engendre Rossi, hein, c'est une méga star. Et puis surtout, après, sur un niveau sportif, hein, ça va être intéressant parce que tu m'arrêtes si je me trompe, Laurent, c'est un super silver, c'est un très bon silver. Il est pas au niveau des références comme peut l'être son équipier Maxime Martin, qui était d'ailleurs je fais une petite parenthèse, qui était au dernier Grand Prix moto d'ailleurs, hein, dans le stand de VR46, Maxime. Mais par contre, ce sera un très bel équipage s'ils ont un bronze qui tient la route, et je fais confiance à Vincent Voss pour en trouver un. Je pense que ça fait un bel équipage et honnêtement, ça va truster à minima des podiums. À minima. Donc c'est super, et c'est vraiment une excellente nouvelle pour le WEC. On a quand même lu pas mal que Valentino Rossi n'avait rien à faire en silver. Donc ça, après, bon, ça se discute toujours, c'est l'histoire de catégorisation de pilotes. Maintenant, le problème dans le cas du WEC, où c'est un championnat quand même, la catégorie LMGT3 qu'on peut considérer comme du Pro-Am, ce qui était le cas avant du GTE-AM. Le problème, c'est que si on passe Valentino Rossi en gold, à la limite, vu ses perfos, pourquoi pas. Sauf que si on le met gold, et c'est aussi pour ça, peut-être qu'il a resté silver aussi, c'est que si on le met gold, ça veut dire que c'est lui le capitaine de la voiture, il peut plus y avoir Maxime Martin.
Et autant Valentino Rossi, comme tu l'as dit, Thibaut, est un très bon silver. Bon, par contre, est-ce que ce serait de là à le mettre capitaine de voiture? Je suis pas sûr. Donc, pour un programme WEC, il a sa place. Oui, non, complètement. Ça se discute pas. Je pense que non. Puis quand on va voir les autres équipages qu'il y aura en face, attention, hein, moi je vais jouer les podiums clairement. Encore une fois, en fonction du pilote bronze hein, qui sera choisi par Vincent Voss. Mais c'est pas pour autant qu'ils partent avec la victoire assurée au bout. Hein, et notamment, on va en parler. Il y a des bons équipages chez Ferrari. Il y a des bons équipages chez Corvette. Je pense qu'il y aura du costaud aussi. Donc non, il n'y a pas de scandale là-dessus du tout. En tous les cas, voilà, le seul truc qu'il faut retenir, c'est une super nouvelle pour le WEC, pour Le Mans, d'avoir une telle star dans ce championnat, parce qu'honnêtement, c'est voilà, même si Button débarque chez Jota, par exemple, pour moi, Valentino Rossi, c'est plus fort. Ah ben, c'est plus fort. Enfin, Pierre peut le, le, le dire aussi bien que moi. C'est plus fort sur les meetings, comme on peut le voir. Les meetings, tu peux pas dans le paddock, ils sont obligés de mettre des barrières systématiquement pour Valentino Rossi, parce que dès le matin à 8 heures, il y a déjà, je sais pas combien de dizaines de personnes et de centaines l'après-midi qui attendent d'avoir un selfie, un autographe, un casque signé, un t-shirt, une casquette. Enfin, quand on parle de Rossi Mania, c'est clairement ça. Et on pouvait se dire que bon, allez, ok, c'était le cas en 2022 parce que c'était sa première saison complète avec WRT. Et en fait, on s'est rendu compte que cette année, bah, c'est un copier-coller, hein. Il y a toujours eu autant de monde devant l'hospitalité WRT. C'est sûr que si ils sont toujours obligés de mettre un gardien de la sécurité devant l'hospitalité, que si tu veux rentrer dans l'hospitalité, soit c'est que tu as rendez-vous, soit c'est que tu as un bracelet, ce que je peux comprendre parce que sinon ce serait un peu la foire. Et Valentino Rossi, franchement, entre nous, joue le jeu avec les fans, parce qu'il vient toujours systématiquement à un moment ou à un autre. Bon, par contre, faut être un peu patient quand même, parce qu'il a quand même un métier. Mais ça reste, c'est une Rossi mania, ouais. Ouais, ça c'est sûr. Et c'est sûr que c'est au-dessus Button, c'est au-dessus Alonso, et je pense que c'est au-dessus un petit peu tout le monde. Et là, ça va être au niveau championnat du monde. Il y a ça aussi. C'est son retour dans un championnat du monde, lui qui a été multiple fois champion du monde moto. Donc, cette aura calquée sur le cadre WEC, ça risque d'être vraiment un centre d'attraction majeur cette année sur Pour toutes les moi, manches, en fait. tu vois, je pense que c'est celui qui est le plus bankable du Oui, public. même si Alonso c'est fort aussi, hein, mais oui, c'est au niveau folie autour de lui. Je pense que Rossi c'est clairement un cran au-dessus encore. Et la dernière chose aussi, je pense aussi que c'est un plus pour le championnat, parce qu'il y a forcément des gens du monde de la moto, nous on le voit nous avec le Fanatec GT, où des gens passionnés par la moto se sont intéressés au Fanatec GT, ont regardé les courses aussi parce qu'il y avait Valentino Rossi, et je pense qu'il en sera de même pour le WEC. Donc ça tire un peu tout le monde vers le haut. On parlait Italie avec Rossi, on va rester chez nos amis transalpins, puisqu'il y a évidemment Ferrari en LMGT3, avec AF Corse, c'est tout sauf une surprise. Par contre, au niveau des pilotes, qu'est-ce qu'on peut dire, Laurent et Thibaut? Il y a dans la liste qui a été dévoilée ce matin, il y a un équipage qui est, les deux équipages sont complets, et les pilotes Platinum, c'est David Erigon sur la 54 et Alessio Rovera sur la 55. Le problème, c'est que l'année prochaine, en WEC, il n'y aura pas de LMP2, il y aura une catégorie GT3 qui est peut-être un peu plus restrictive que ce qu'elle était avec le GT-AM. Lilou a fait une super saison. Elle sera toujours pilote Ferrari, elle aura un beau programme. Il y a déjà une partie qui a été annoncée puisqu'elle sera en LMP2 à l'Endurance Cup de l'IMSA en LMP2 sur une Oreca 07. Donc voilà, elle va continuer à mûrir, à grandir ailleurs, à apprendre d'autres choses et on la reverra en WEC, c'est certain. Dans un an, dans 2 ans, je sais pas, mais on la reverra en WEC. En plus, elle a été assez bluffante hein, à Bahreïn, l'Enduro Vitesse sur la 499P. Donc je me fais pas de, pour moi, c'est pas un arrêt dans sa carrière. C'est au contraire une bonne chose. Elle va aller voir d'autres choses et mûrir et grandir pour revenir encore plus forte à l'échelon mondial. Le deuxième enseignement, c'est Alessio Rovera, qui est donc qui va être sur, j'ai oublié c'est 55, hein, c'est ça? 55, le numéro de la deuxième. Voilà, donc bon, c'est pas là non plus, c'est pas une surprise et pourtant moi personnellement j'aurais beaucoup aimé voir Alessio sur la troisième 499P parce que des informations que j'ai, il avait été très très fort durant les essais et je trouve qu'il aurait mérité
sa place. Mais faut savoir que le GT est très important aussi pour Ferrari et qu'ils veulent pas totalement voilà, retirer leur plus fine lame du GT pour renforcer leur escadron hypercar. Donc avec David Erigon qui a été excessivement fort, je trouve, en 2023. Je trouve on en a trop peu parlé, mais David a été très très fort en 2023. Donc avec David Erigon et Alessio Rovera, ils ont quand même deux belles pointures pour défendre les couleurs de la firme en GT, en LMGT3. Et on aura une touche française quand même chez AF Corse et dans la Ferrari 296 GT3, puisque François Heriot lui sera sur la 55, comme tu disais, donc avec Alessio Rovera et Simone Mann. Donc voilà, il y aura quand même un accent français chez Ferrari et chez AF Corse surtout. Le dernier point qu'on voulait aborder, on en a beaucoup parlé depuis la mise en place de cette catégorie LMGT3, de la façon dont ça allait être articulé. Est-ce qu'au vu de cette liste, est-ce qu'au vu des équipes, est-ce que vous pensez qu'on peut encore parler d'équipes privées qui sont intégrées dans cette classe LMGT3 voilà, il y a des points, j'imagine, sur lesquels vous serez d'accord, d'autres non, mais est-ce que pour vous, ça reste du privé, du pro-am ou pas du tout? Pro-am, évidemment, au niveau pilote, mais côté équipe, il y a peut-être matière à discuter. Bah, il y a matière à discuter déjà parce que c'est le constructeur déjà qui nomme l'équipe, donc déjà ça c'est un peu, enfin pour moi c'est un peu un non-sens. Après, ça reste, oui, comme tu l'as dit, en plus une catégorie pro-am, donc on a un pilote bronze évidemment dans chaque voiture. Beaucoup, du moins, enfin ouais, si beaucoup de gens auraient aimé que ce soit un peu comme en IMSA, c'est-à-dire que tu es du pro et d'un côté du pro-am, mais ça implique une classe supplémentaire. Maintenant, bon, on a quand même de toute façon, on va pas se leurrer. Enfin, si on regarde le nom des équipes, on n'a aucun constructeur d'engagé. C'est uniquement des équipes privées au niveau entité. Hein. C'est pour ça que du côté de chez WRT, on a Team WRT et non pas BMW M Team WRT. Que F Corse, ça s'appelle Vista F Corse et pas Ferrari. Enfin, tout ça. Mais je pense que de toute façon, le constructeur, on va regarder quand même. On aura un pilote officiel par équipe, enfin par équipage. Et puis tout le monde sait par exemple chez Porsche que Manthey appartient à Porsche. Donc je pense que les constructeurs vont suivre vraiment d'un bon œil encore certainement plus que ce que ça l'était en GT1 parce que là ça reste la catégorie GT reine et donc principale. Donc c'est celle qui va se montrer. On n'a plus que deux catégories, donc forcément il faudra être devant et les constructeurs vont regarder. Alors oui, moi je suis assez d'accord. En revanche, c'est sûr que voilà, BM par exemple, c'est Team WRT qui sera qui exploitera la M4 GT3, qui sera effectivement l'équipe officielle BMW en hypercar, pour ne citer que cet exemple, puisque F Corse ça marche aussi. Tout ça, par contre, moi j'étais assez rassuré quand même quand j'ai vu cette liste. Il manque encore beaucoup de noms. Hein. Attention au niveau des pilotes. En revanche, quand on voit notamment la Porsche de Pure Racing, moi c'est un peu Porsche qui me faisait peur parce que comme tu l'as dit Laurent, Porsche est actionnaire majoritaire de Manthey et ça m'a étonné quand ils ont annoncé que Manthey serait l'équipe privée qui défendrait qui aurait les 911 GT3R en LM GT3. Bon, en plus même Klaus Bachler, hein, sauf erreur de ma part, il n'est pas pilote officiel Porsche. Donc moi je trouve que ça voilà, moi je suis assez rassuré quand même de ce que j'ai vu. Comme toujours, il y aura un soutien de la part des constructeurs, mais ça, voilà, je pense que ça va quand même être intéressant. Honnêtement, cette année en GT1, qui va me dire que Corvette Racing c'était une écurie privée? Moi perso je vois pas. Certes il y avait un pilote bronze en la personne de Beth Ginting, mais derrière c'était vraiment Corvette Racing. Pendant des années on a vu Aston Martin Racing. Je sais pas, moi là ce que je vois pour l'instant ça me choque moins. J'espère, et c'est encore trop tôt pour le dire, mais voilà, j'espère que ça restera dans l'esprit de la compétition pro-am bien évidemment, et aussi dans l'esprit équipe cliente. Donc voilà, c'est pour l'instant, je suis pas. J'attends un peu de voir, mais voilà, ce que je disais, j'avais quand même une grosse crainte sur Porsche et le premier équipage annoncé avec Pure Racing semble prouver en tous les cas que ce sera pas un effort usine. Après, je connais moins les deux pilotes Malikin et Sturm que toi, Laurent, donc je sais pas à quel point, d'après toi, ça peut jouer devant. Mais typiquement, j'ai été étonné de voir que c'était Klaus Bachler, le pilote officiel, enfin le pilote pro, pardon, parce que sauf erreur de ma part, il n'est pas du tout pilote officiel Porsche.
Mais alors, Pierre traîne aussi bien que moi dans les paddocks GT3. Et pour moi, l'équipage Pure Racing, ça fait partie des équipages de pointe parce que peut-être que les gens ne connaissent pas Alex Malikin, qui pour la petite histoire, il roule sous licence KNA, donc qui est Saint-Christophe et Nieves. Donc je suppose que personne ne sait d'où ça sort. Ce qui est une Je suis pas bon en géographie, mais alors là, je pense que même les non, c'est une petite île au nord de la Guadeloupe. Si vous regardez le vrai prénom et le nom du pilote, vous comprendrez très bien de quel pays il vient, même s'il n'est pas russe, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais il vient forcément des pays de l'Est. Mais franchement, Malikin, Sturm et Bachler, ça fait partie des vrais bons équipages. Vraiment. Oui, donc ils connaissent la voiture, ils connaissent. Ils connaissent. Ils ont roulé. Alors il y a l'entité Pure Racing, voilà. Donc ils savent l'environnement. Ils vont découvrir les circuits pour beaucoup. Mais oui, les gens vont apprendre à les connaître et très vite, parce que je pense que c'est quand même un équipage qui peut être très vite dans le coup. Et contrairement à Pure Racing, qu'on a l'habitude de voir en Fanatec GT, qui dispose déjà d'une invitation aussi pour les 24 heures du Mans 2024 en LMGT3, de par le titre en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Merci Laurent. Voilà. Donc là, par contre, Pure Racing en GT3, enfin en Fanatec GT, c'est supporté par Herbert Motorsport, la structure allemande des deux frères Ronauer. Alors que là, c'est sous Manthey Pure Racing. Donc qui roule toujours sous pavillon lituanien, mais je pense que ceux qui connaissent pas Alex Malikin en bronze, pour moi ça fait partie cette année des vraies révélations en tant que pilote bronze, qui reste un jeune pilote quand même et qui est vraiment un mec talentueux. Et quand on discute avec ses équipiers et tout, les équipiers en disent que du bien. Messieurs, je pense qu'on est arrivé au bout de ce tour d'horizon de cette liste WEC 2024 qui était donc le gros sujet d'information et de débat forcément du jour. Ce format podcast, donc Track Limit, il va être amené à se développer. Vous verrez dans les prochaines semaines, les prochains mois. Là, c'est un peu un petit galop d'essai, on va dire, sur cette thématique. On va travailler pour vous en proposer d'autres, toujours sous un format de discussion entre nous, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fera plus de discussion avec les auditeurs. Mais voilà, on voulait vous proposer autre chose et on estimait que cette liste était le bon moment. En tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses, vous aurez pris du plaisir à écouter et que vous serez au rendez-vous des prochains épisodes qui arriveront. Comme je vous dis, dans les prochaines semaines et les prochains mois. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, Thibaut et Laurent. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, mais on va pouvoir conclure là-dessus. Tu as été parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup et soyez nombreux à écouter, soyez nombreux à liker, parce que plus vous likerez, plus vous le faites passer, plus on en fera. Exactement. Sur ce, on vous souhaite une bonne continuation. À bientôt. Et rendez-vous à l'écoute de Track Limit dans les prochaines semaines.